À la suite de l'examen de son cas, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a conclu que l'arrestation et la détention dépourvue de base légale de Mme Rekiatou Madougou sont arbitraires. L'opposante n'a notamment pas bénéficié du droit à la présomption d'innocence et le tribunal n'a pas fourni la preuve de son implication présumée dans une entreprise de financement d'assassinat selon le groupe dont les avis ne sont pas contraignants. On est toujours au Bénin et on est toujours avec nos chers invités Emmanuel Vivien Tomi, Samir Ouro-Sama et Ashraf Ouro-Sama. Ashraf, vous chutez ou bien Oui, bon, je pense que je vais chuter. Je vais chuter sur deux éléments. Le premier élément, c'est que actuellement, ou à l'heure où nous parlons, la solution qui est et qui doit être privilégiée, c'est la solution diplomatique. Et je trouve cette initiative de pouvoir échanger avec le président béninois qu'a entrepris le président français sur le cas de Madougou, parce que vous savez, la diplomatie, c'est aussi un moyen pour obtenir des résultats sans faire beaucoup de bruit. Donc c'est déjà une initiative à saluer. Je pense que les avocats ou le conseil de la dame sont conscients également de la situation et des initiatives de couloir sont en train d'être effectuées pour que la dame, que ce soit par une grâce présidentielle ou que ce soit par voie judiciaire, qu'elle puisse recouvrir la liberté. Il ne sert à rien de se baser sur cet avis. Encore par voie judiciaire, comme vous l'aviez dit, ou bien c'est la grâce présidentielle ici? Non, je pense qu'il peut avoir une grâce présidentielle. Ça c'est possible. Vous savez que vous savez le cas du président qui a été élu au Brésil actuellement. Lula, vous savez, il a été condamné et après vous avez vu la justice est revenue sur sa décision. Donc je pense que c'est des mécanismes qui sont mis à la disposition de la justice. Peut-être le conseil constitutionnel peut se prononcer. Je ne sais pas si au Bénin c'est la cour ou c'est le conseil. Le conseil constitutionnel peut se prononcer sur cette affaire si elle est saisie par le conseil ou si elle est saisie directement par Rekiatou Madougou sur cette affaire. Je pense que c'est des moyens à privilégier. Il ne faut pas aller à la confrontation avec l'autorité qui a déjà établi la responsabilité de la dame. Le second élément, c'est que, et les gens doivent le comprendre, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui pour nos pays africains, notamment dans le cas du Bénin, de se conformer à tout ce qui est pris au plan international, en termes d'avis, en termes de recommandations. Parce qu'à voir de si près, nos pays sont plus respectueux des droits humains que ces pays-là. Parce que, vous savez, dans les lieux de détention, on crie qu'il y a de la torture. Allez-y voir ailleurs comment ça se passe. Dans les pays développés comme les États-Unis, comment les prisonniers sont traités et tout. Moi, je pense que les coups d'État, c'est une autre problématique que nous devons résoudre au plan interne. Les coups d'État ne constituent pas un critère pour définir l'évolution d'un pays ou non. Non. En matière de démocratie, les coups d'État constituent un recul pour la démocratie. Ça, il n'y a pas d'autre moyen pour le dire. Vous prenez les la coups parole. d'État constituent justement une violation des constitutions que les peuples eux-mêmes se sont données. Nos lois disent aujourd'hui, pour être président de la République, il faut passer par les urnes. Quand vous prenez des armes avec un groupe et vous faites chuter l'ancien président, c'est un coup d'État et ça ne respecte pas la démocratie, ça ne respecte pas les droits de l'homme. Et il n'y a pas de coup d'État sans répercussions. Des fois, des pertes en vies humaines. Même au Burkina, la dernière fois, il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des dégâts. Donc, vous cautionnez les coups d'État alors? Non, vous ne comprenez pas. Je dis, les coups d'État sont contre la démocratie. Moi, je suis foncièrement contre les coups d'État. Vous avez des moyens pour limiter ces coups d'État? C'est aussi ça la question. Pour limiter les coups d'État, il appartient aux citoyens africains de prendre des dispositions. Un, que ceux qui sont au pouvoir essaient de ne pas changer la constitution comme ils veulent pour leur plaisir, leurs intérêts. Deux, que les opposants aussi prennent leurs responsabilités pour les assumer comme il le faut pour aller vers une alternance en donnant confiance à ceux qui sont présentement au pouvoir. Trois, que la population prenne sa responsabilité pour ne pas chaque fois suivre ceux qui, au dernier moment, vous distribuent de l'argent. Donc, si c'est aussi votre raisonnement dans les pays où il y a eu les coups d'État, il y a eu changement de constitution, ce qui n'est pas exact. Je dis d'une façon générale. Mais on ne peut pas généraliser, il faut aller au cas par cas. Il n'y a pas de tripatouillage des constitutions, normalement, le problème ne se pose pas. Beaucoup de personnes en arrivent au coup d'État quand
on voit que celui qui est au pouvoir s'accroche au fauteuil et ne veut jamais partir. Ça, c'est un constat d'une façon générale. Je peux donner des exemples. Maintenant, sur le Bénin, je rappelle juste que d'abord, la grâce présidentielle, même si elle est accordée, il y a toujours un processus judiciaire. Mais c'est possible dans ce cas. C'est possible. Il faut suivre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a grâce présidentielle, donc la justice, non. Même s'il y a grâce présidentielle, il y a vraiment une procédure qu'il faut suivre. Maintenant, pour la question de la déclaration du groupe de travail de l'ONU, bon, pour nous autres, moi j'ai eu la chance de suivre une session du Togo aux Nations Unies sur l'évaluation périodique universelle, et PUI. Et les questions que le Togo avait eues, bon, on s'en souvient. C'est vrai qu'il n'y a pas de contraintes. Si on prend un processus comme le PUI, il n'y a pas de contraintes. Mais on vous soumet à une sorte d'interrogatoire et on vous donne rendez-vous encore dans un délai donné où vous ne pouvez pas, en tant que représentant du gouvernement, chaque fois venir vous faire humilier. C'est pour ça qu'il faut faire des progrès. En cela, le Togo s'est fait remarquer spécialement en disant, mais sur la question de l'homosexualité, nous, dans notre culture, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a ces rapports qui sortent sur votre gouvernement, sur votre pouvoir judiciaire, vous êtes un peu écorché. Donc, il ne faut pas dire que c'est inutile. Et ça a des impacts sur d'abord votre image, l'image de la justice de votre pays. Il ne faut pas négliger cela. Est-ce que Rekiam Madjougou est vraiment coupable ou non? Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Mais j'ai écouté la décision de la justice du Bénin. Je ne dis pas non plus que les justices en Afrique ne sont pas du tout indépendantes. Mais je dis aussi qu'en politique, on est capable d'instrumentaliser une partie de la justice à des fins. Et ce n'est pas seulement qu'en Afrique. On a vu des opposants condamnés à mort par des justices. On a vu des opposants, je ne vais pas donner des noms, il y a des opposants dont la tête, des opposants dont les têtes étaient mises à prix à coups de milliards. Et ça aussi par la justice. Aujourd'hui, il y a un progrès. Il y a une évolution, une amélioration dans le processus, dans le système judiciaire dans beaucoup de pays. Mais, attention, nous devons être toujours sur nos gardes pour appeler chaque fois ceux qui exercent le pouvoir judiciaire à continuer par le faire au nom du peuple. Oui, vous citez... non, moi j'aimerais... Je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous connaissons tous la sentence. Oui, je comprends très bien les observations de mon cher aîné et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la culture d'impunité et l'image d'un pays à l'échelle internationale, moi je préfère mettre fin à la culture de l'impunité dans un pays que de m'accrocher à l'image. En tant que membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme et TDH, je ne peux que tenir le même discours. Oui, vous le pouvez... Non à l'impunité. Oui, mais je crois que nous sommes d'accord. Oui, mais je dis que vous... Non à l'impunité, mais non également l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Oui, effectivement. Ça aussi, ça existe dans certains pays. Oui, même dans les pays européens. À mon seul regret, je remarque que les défenseurs des droits de l'homme ont souvent tendance à angéliser les droits de l'homme. Et je crois que mon cher aîné s'inscrit dans cette tradition-là. Donc aujourd'hui... Vous savez, quand vous prenez même l'Ukraine et la Russie avec la guerre qui se passe aujourd'hui. Avec la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui, les faits sont connus. La procédure, tout revient aujourd'hui. Je crois que Ouagadougou a un conseil. Il leur appartient aujourd'hui de continuer. Vous l'avez dit, il y a des voies. Mais tu as dit que c'est clos. Non, il n'a jamais dit ça. Il y a des moyens non juridictionnels qui peuvent aboutir à la grâce présidentielle. Donc, c'est extrêmement important. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle la procédure d'habeas corpus. C'est-à-dire que si vous avez été interpellé de manière irrégulière,
on peut condamner l'État du fait de ces décisions irrégulières, le fait parce que la justice est un service public et du fait des décisions irrégulières de l'État, on peut engager la responsabilité de l'État. Mais comme l'État est une entité morale, ce qui veut dire qu'on peut le condamner pécuniairement. Et je crois que dans la vie même du groupe d'experts, on parle même du contentieux de la réparation. Du droit d'être indemnisé. Du droit d'être indemnisé. Bon, dans les prochains jours, on verra bien ce qu'il faut passer. Mais moi, je crois aux régaliens, je crois à l'architecture institutionnelle de la justice béninoise et je crois au verdict qui a été rendu. Allez, on passe au Togo. La phase de dénombrement du 5e recensement qu'on mettrait aussi à la culture d'impunité dans ce pays. La phase de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat a été officiellement lancée le lundi 24 octobre 2022. Cette phase va fermer ses portes le 12 novembre prochain. On est à l'heure presque du bilan. Emmanuel Vivien Tomi, on peut commencer par vous. Quel bilan on peut dresser? C'est vrai qu'il reste encore quelques jours. 2 jours. Tout d'abord, moi, je me suis fait recenser avec ma famille. Et je pense que tous ceux qui sont au plateau aussi se sont fait recenser. C'est le cas, il faut se rattraper. C'est déjà fait. Ensuite, dire aussi que les missions diplomatiques au Togo, il y avait eu une petite résistance de certaines missions qui pensaient que c'était un recensement exclusivement togolais. Non. C'est un recensement de la population, pas un recensement des Togolais. Donc, un recensement de la population et de l'habitat. Donc, tous ceux qui sont sur le territoire togolais doivent être recensés, qu'ils soient togolais ou pas. Mais il y a justement dans les questionnaires la partie qui concerne la nationalité, où vous dites de quel pays vous venez et ce que vous faites aussi, de la profession, ainsi de suite, et d'autres questions sur la famille. Aujourd'hui, à 2 jours de la fin ordinaire du processus de recensement, j'ai eu à demander aux autorités qui s'occupent, aux autorités gouvernementales qui s'occupent de ce processus, de nous faire un petit bilan. Le bilan qu'on peut faire, c'est que il y a eu quand même une nette amélioration comparativement au premier jour, où il y avait une hésitation, les gens avaient refusé même de répondre. Et à ce niveau, c'était la communication. Hein. La communication avait eu une défaillance au début, mais il y a eu effectivement un travail qui a été fait pour que les défis soient relevés. On a essayé de remonter un peu la pente. Aujourd'hui, cette communication, elle n'est pas que technique, ce n'est pas seulement au niveau des médias, mais les élus locaux, les chefs traditionnels, et même dans l'administration, tout le monde s'y est mis. Et la population comprend mieux ce qui se passe. Vous savez, dans la question de la bonne gouvernance et de la gestion d'un pays, si vous voulez faire quelque chose dans le sens du développement d'un milieu et que ceux qui sont dans le milieu ne savent pas ce que vous êtes en train de faire pour eux, vous allez perdre votre temps. Donc, il y avait eu ce problème de communication au début, mais aujourd'hui, les choses vont mieux. Alors, il y a même de l'avis, quand j'ai interrogé, de l'avis des responsables du processus, il y a certaines zones où tout est déjà bouclé. Il y a des agents recenseurs qui ont fini et qui sont en train de chômer. Alors ce que les autorités ont décidé, c'est de voir dans la mesure du possible comment déployer ces agents qui ont fini leur zone dans les zones où il y a encore du travail à faire. Alors il se pourrait que à la fin du processus, le 12 novembre, dans la soirée, qu'on soit satisfait et qu'on ne soit plus obligé d'ajouter quelques jours. Mais il se pourrait aussi qu'on y ajoute 1 ou 2 jours, ça dépend. Mais le nécessaire est fait sur le terrain suivant les informations de sources sûres. Alors, Samir Ouroussaman, vous, quel bilan vous pouvez nous faire plutôt de ce recensement? Moi, je pense que la première chose à retenir, c'est qu'il faudrait féliciter les autorités gouvernementales pour tous les efforts qui ont été consentis, d'abord dans la mobilisation des partenaires autour de ce processus-là, qui avait été programmé de longue date, mais qui, grâce à Dieu, a finalement pris corps. Donc, c'est à féliciter tous ces partenaires-là qui accompagnent le Togo dans ce processus-là, pour avoir des données actualisées et fiables sur la population qui vit au Togo. Moi, je pense
parce que ce que nous avons entendu à la toute première semaine, avec les hésitations, avec les inquiétudes des populations, parce qu'il y a des questions même qui sont posées. Par exemple, est-ce que vous avez un réfrigérateur? Est-ce que vous utilisez un gaz chez vous? Est-ce que vos ordures, comment on les ramasse et tout? Donc il y avait des hésitations. Est-ce que vous avez des toilettes chez vous? Il y a des questions où les gens avaient de la peine à répondre parce que ils se disaient que ça touche à leur intimité. Ils n'ont pas compris le sens de ce processus-là qui est mené. Mais comme vous l'avez dit, ça a été corrigé et le bilan qui a été fait par la secrétaire générale de la présidence, Madame la ministre Johnson Ablamba, je pense que à la mi-phase de ce processus-là, les résultats étaient satisfaisants, mais je trouve important qu'on puisse prolonger de quelques jours pour corriger un peu les défaillances qui ont été constatées un peu partout. Je pense que ça va se faire, qu'on puisse prolonger au moins de 3 ou 4 jours. Vous savez, c'est beaucoup plus les week-ends que les gens sont à la maison. Oui. Donc, ça a permis véritablement aux agents recenseurs de faire un travail de qualité et tout. Donc je tiens d'abord à féliciter tous ces Togolais, toutes ces Togolaises qui ont participé à ce processus-là. Je parle des agents recenseurs et tout. Et vous savez, les données qui vont être recueillies ne vont pas permettre, comme les gens le pensent, d'avoir une même mise sur le vécu des Togolais, de les contrôler, de savoir ce qu'ils font et tout. Parce que les gens ont une idée erronée de cela. Non, mais ce sont des suspicions. Ce sont des données qui vont servir à planifier le développement. Ça va servir aux organisations internationales qui œuvrent dans notre pays, qui apportent leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations en termes d'infrastructures, en termes d'accès à l'eau potable, en termes de santé. Où est-ce qu'on doit construire un centre de santé? Où est-ce qu'on doit mettre en place un point d'eau et tout ça là? Ça va servir également aux organisations de la société civile qui interviennent au Togo en termes de planification de leurs actions, parce que vous savez, il y a eu cet aspect là qui a été beaucoup plus ressenti. Des organisations dupliquent des actions où il y a déjà des actions. Donc vous allez retrouver peut-être 3-4 points d'eau dans un milieu où on n'a pas besoin, alors qu'on aurait pu construire ça dans des zones où c'est exactement. Je pense qu'il faudrait féliciter le gouvernement sous le leadership du chef de l'État qui a su conduire en bonne et due forme ce processus-là, et vivement que cela puisse permettre de mettre en place un PND bis et que ça puisse prendre un peu les aspirations de tous les Togolais. Alors, des débuts hésitants, Ashraf Ourosama, mais finalement, comme les deux autres l'ont dit, bon, on sent que voilà, ça s'est bien passé finalement. Oui, bon, mon sens, bon, vous savez, pour une opération de cette nature, le début est toujours difficile, toujours difficile. Mais plus les jours passent, plus voilà, l'opération devient de plus en plus fluide, et je crois que la pédagogie a été faite. C'est vrai que vous aviez remarqué, tout comme moi, qu'au début la communication n'a pas été à la hauteur, n'a pas été vraiment à la hauteur de l'événement. Donc cela a entraîné une certaine lenteur dans l'opération. Donc ce qu'il faut savoir, oui, c'est très bien ce que le gouvernement a fait, parce qu'il ne faut pas attendre la fin de l'opération pour faire le bilan. Il faut faire un bilan à mi-parcours pour voir quelles sont les incohérences, quels sont les points de réussite, qu'est-ce qu'on peut améliorer et quelles sont les recommandations qu'on peut opérationnaliser sur le terrain le plus vite possible pour qu'à la fin qu'on puisse avoir des résultats tangibles. Et donc je crois que la secrétaire générale de la présidence, Madame Johnson, a présidé ce groupe de travail. Et je crois qu'il y a aussi l'opération, il est vraiment inclusif. Les députés également. Oui, effectivement, on voit très bien qu'il y a de l'inclusivité, puisque que ce soit les chefs traditionnels, les élus locaux, tout le monde est associé. Les partis politiques. J'ai eu la chance de recevoir Togbi Didion. Voilà. Les partis politiques. Donc on voit très bien, même les députés dans leurs circonscriptions respectives, ils ont également appelé les populations à se faire recenser. Donc chacun a sa partition à jouer. C'est une opération, nous avons vraiment une obligation des résultats. Cette opération-là doit forcément réussir, parce qu'il y a quand même des attentes. Parce que la finalité, c'est que quoi? C'est qu'il faut recueillir des données fiables pour orienter nos politiques publiques de manière générale, comme on le dit, et donner un certain nombre aussi d'orientations et un certain nombre de partenaires financiers qui éventuellement nous viendraient en aide. Donc c'est très important. Même je crois qu'il y a aussi un aspect
qu'on ne révèle pas, c'est la politique de confidentialité aussi des données recueillies. Parce que quand on nous dit, oui, les Togolais ont peur, ils sont souvent hésitants à donner leurs informations. Moi, je crois que c'est la pédagogie aussi qui n'a pas été faite en amont pour rassurer les Togolais. Mais c'est vrai, ce débat-là n'est pas très enraciné dans notre pays. Vous savez très bien que dans les pays développés, les données personnelles sont extrêmement importants. Et c'est réglementé d'ailleurs dans notre pays. Voilà, c'est réglementé. Vous avez des multinationales, des opérateurs économiques ou de téléphonie mobile qui sont souvent aussi condamnés dans des pays parce qu'ils auraient détourné la finalité des données personnelles recueillies. Donc, je crois que c'est très important de revenir parce que quand Madame, la secrétaire de la présidente, Madame Johnson nous dit oui qu'aucune donnée d'un Togolais ne sera publiée. Oui, c'est normal, mais pour moi, c'est trop facile de le dire. C'est trop facile de le dire, oui, nous sommes très attachés à la politique de confidentialité, mais est-ce qu'aujourd'hui, on connaît par exemple les mécanismes de recours qu'un Togolais lambda a? Non, ça se trouve dans les tests. Oui, non, mais ça se trouve. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a une insuffisance de vulgarisation de tous ces mécanismes. Oui, certes, on sait très bien, on a un droit positif, on a presque tous les secteurs d'activité qui sont réglementés dans notre pays, mais c'est la question de la vulgarisation. Donc, il faut vulgariser pour des situations de cette nature, qu'on puisse avoir une réaction beaucoup plus prompte. Je pense qu'on devrait aussi apprendre à faire confiance aux autorités en place. Oui, mais la confiance n'exclut pas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle. Le plan financier, c'est un coût de 8 milliards, on nous parle de francs CFA, financé en partie par le Togo. Oui, vous savez qu'une opération de ce genre, ça se répète chaque 10 ans, pratiquement. Et donc, la dernière fois que le Togo s'est fait recenser, c'était en 2010. Et donc, chaque 10 ans, normalement, on doit revoir les chiffres et réadapter. Ça fait pratiquement 8 milliards consacrés comme budget. Et aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que si tout marche bien et on arrive à tenir dans le temps et on arrive à finir le processus, je crois que ce serait bien. Mais s'il faut continuer de quelques jours, ça va engendrer encore des coûts additifs. Bon, mais nous sommes un État et le pays, le gouvernement saura quoi faire. Il faut féliciter aussi tous ceux qui ont contribué à la réussite pratiquement du processus. D'abord, les agents gouvernemental, mais aussi les agents de terrain, les partis politiques. Le chef de file de l'opposition, Dr J-Chris Sylvanus Olympio, déjà le 23 octobre, avait lancé un appel à tous les Togolais. Mais il n'est jamais là au pays, hein? Il n'est jamais là. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il a passé 40 ans d'exil à l'étranger. Donc, et puis, ce n'est pas... Il est habitué à l'étranger. La libre circulation fait partie également de nos tests. Donc, je disais qu'il avait appelé tous les Togolais et tous ceux qui résident au Togo à se faire recenser. Il y a beaucoup de partis politiques également qui ont lancé notamment le PDP, les associations de la société civile. Et même, j'ai vu des pasteurs et d'autres religieux appeler aussi à se faire recenser. Les médias ont joué leur rôle pleinement et il faudra remercier tout ce monde, féliciter tout ce monde et espérer effectivement que nous ayons les résultats concrets de ce processus pour pouvoir réorganiser la programmation, la planification du développement dans notre pays. Oui, parlant justement de médias, féliciter particulièrement New TV, il ne faut pas oublier, parce qu'on a fait tant d'émissions sur... Oui, effectivement. New TV comme la rédaction de Plume Libre et de Référence Médias, et beaucoup de radios, de télévisions... À l'échelle nationale. Je savais que déjà, c'était le lundi passé, le gouvernement avait organisé une rencontre avec les présidents d'organisations professionnelles de presse pour nous exhorter à continuer encore plus ce que nous sommes en train de faire. Et heureusement, à cette date, on peut dire que tous les médias du Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ont contribué effectivement à la réussite de ce processus de avec une certaine motivation à la clé. Ouais, non, moi je n'ai rien reçu, je n'ai pas reçu même 5 francs. Je suis en train de parler je fais mon travail de journaliste et de citoyen, je peux le dire ici. Mais moi, ce n'est pas la question d'argent qui m'intéresse, mais le nécessaire, c'est que nous puissions, en tant que journaliste, nous avons besoin des données.
Et donc, la question d'accompagnement, elle n'est pas très importante. Moi, je voudrais juste ajouter certains médias ont reçu quelque chose, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Ce processus... il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu, ce n'est pas grave. Comme toujours, comme pour Covid, nous faisons notre travail. Ils sont animés quand même d'un sens républicain. Je voudrais juste ajouter que ce processus, au-delà donc de permettre au Togo de disposer d'un certain nombre de données, vous savez que nous sommes dans le processus de décentralisation et qui, au niveau des communes, il y a ce que nous appelons les plans communaux de développement, les PDC. Ça permet également à ces communes-là de pouvoir prendre en compte les nouvelles données qui vont être publiées dans quelques mois ou quelques semaines. Et nous aurons véritablement un processus de décentralisation beaucoup plus renforcé, un développement local beaucoup plus accentué, et puis des interventions de qualité, des interventions qui tiennent compte véritablement des besoins des populations. Et comme vous l'avez dit, il faut saluer également le rôle remarquable qu'a joué les médias dans la mise en œuvre de ce processus-là. Comme on le dit toujours, sans les médias, aucune initiative n'aura véritablement d'impact ou d'ampleur, parce que c'est les médias qui informent. Donc quand les populations ont une information de qualité, ils ont une information de qualité, ça permet d'accorder ou d'avoir des accueils chaleureux dans les maisons des citoyens et tout. Donc à commencer à féliciter New TV pour le travail abattu dans ce sens-là, et tous les organes de presse qui ont contribué à la réussite de ce processus-là. Vivement que leur travail soit véritablement rétribué et qu'ils puissent également avoir quelque chose en retour pour éponger les dépenses effectuées pour réaliser de cela. C'est une satisfaction. Ashraf, le reste, bon, 30 secondes seulement. Mais l'argent est nécessaire, hein? Oui, mais l'argent est toujours source de motivation. Si l'État peut venir en aide, Plume Libre. Oui, à Plume Libre. Le chef de file de l'opposition. Aux médias. Non, parce que nous sommes sur télévision de plaisanterie mise à part. Plaisanterie mise à part, je crois que nous sommes tous des relais, et pour des opérations de grande envergure de cette nature-là, nous savons ce qu'il faut faire. Chacun doit jouer sa partition. Vous l'avez dit, les médias ont joué leur partition. Les partis politiques, notamment le PDP. Le PDP est très engagé sur ces questions-là. Nous avons également publié un communiqué pour appeler la population à se faire recenser massivement, parce que c'est très important. C'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Ça a été un plaisir de vous avoir. Ce qui m'a surpris, c'est l'engagement personnel du chef de l'État. Il suit de très près tout ce processus. Mais vous rencontrez régulièrement le chef de l'État, alors? De bout en bout, il suit de très près ce processus de recensement. Et vous avez vu le Premier ministre qui a aussi fait sa part. Et donc, félicitations à tout ce bon monde. Mais en aussi commençant par le chef de l'État, à mes mamans et à mes pères au tréfonds du Togo qui ont accueilli les agents recensés. Oui, monsieur Michel. Effectivement. Vous savez très bien que dans ce pays, il y a un indicateur que les gens oublient souvent, la désertification vraiment du service public. C'est vrai, avec le processus de décentralisation, on parle des services publics de proximité, mais je crois que les données recueillies doivent vraiment aller dans ce sens pour avoir des services publics de proximité afin vraiment de soulager nos populations dans tous les contrées du Togo. Merci beaucoup à vous, Ashraf Ouro-Sama. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes également homme politique du PDP. Merci à Samir Ouro-Sama, juriste de formation, également défenseur des droits de l'homme. On va vous inviter souvent pour la profondeur de vos analyses. Infini merci à vous. Merci également à Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. On a vu la touche tout au long de l'émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci également à nos amis toujours Scotty à l'émission. On se retrouve prochainement. À très bientôt.